Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition du mardi 12 août. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Au sommaire ce soir, fini les vacances, retour pour les élèves sur le chemin de l'école. Et qui dit rentrée scolaire dit défi pour certains élèves et parents. Internat saturé, abribus en chantier pour se rendre à l'école ou encore surveillance des élèves supprimés après les cours. Un tour d'horizon qui sera commenté ce soir par notre invité Thierry Terré, le vice-recteur de Polynésie et sur TNTV. Solidarité à Puna Aouia après les fortes houles de la semaine dernière. Nous nous rendrons auprès des familles sinistrées. 35 personnes ont tout perdu. Elles ont reçu des dons ce matin mais restent toujours dans l'attente d'un logement. Et puis nous irons à la Tahiti Pro où la compétition en pause a laissé place aux activités artisanales, tressage, confection de colliers ou encore peinture sur tissu. Un moment de partage de notre savoir-faire local pour le plus grand plaisir des athlètes internationaux. On débute donc ce journal par un tour d'horizon de cette rentrée scolaire. Une rentrée scolaire pour plusieurs milliers d'élèves ce matin. À Rayatea, elle ne s'est pas passée comme prévu pour certains internes. Des internes de Bora Bora obligés de trouver une solution de relogement en urgence. Conséquence du manque de place dans les dortoirs. Jessica Doucet. Fini les vacances et retour à la réalité, ce matin, le quai d'Uturoa bouillonne. 116 élèves venus de Bora Bora débarquent avec leurs sacs, prêts à passer toute l'année scolaire à Rayatea. Direction les bus qui emmènent les internes vers leur établissement. Mais pour certains, la déconvenue est au rendez-vous. Vous avez tenu à accompagner les élèves aujourd'hui? Oui, exactement. C'est important? Oui, très important parce qu'on a certains de nos élèves qui n'auront pas droit à l'internat. Parce qu'il y a des parents qui n'ont pas anticipé les démarches d'inscription déjà avant les grandes vacances. Donc on a fait des rappels et voilà le résultat aujourd'hui. Car parmi ces jeunes, 15 n'ont tout simplement pas de lit réservé. Les internats affichent complet, public comme privé. Dans ce lycée professionnel protestant, la directrice a dû, la mort dans l'âme, refuser plusieurs demandes. Nous avons une capacité d'accueil de 50 élèves internes à l'internat protestant d'Uturoa. J'ai dû refuser 5 demandes d'élèves de Faroa. Et il me reste quelques élèves hébergés de AMJ qui étaient déjà là l'année dernière. Mais là, je n'ai plus aucune place pour les autres élèves qui demandent à venir. C'est une tendance générale et on a l'impression que l'effectif d'élèves augmente, mais que nous n'avons pas les capacités d'accueil qu'il faut sur Rayatea. Résultat, les parents doivent improviser. Certaines familles optent pour la location d'un petit logement, d'autres cherchent une famille d'accueil. Pour l'instant, on a 2 logements, mais on n'est pas sûr de pouvoir les laisser tout seuls, sans suivi des parents. Donc c'est un peu compliqué pour nous. Du coup, qui c'est qui va régler la note? On verra ça avec les parents. Une rentrée qui commence sur des problèmes logistiques et beaucoup d'incertitudes pour certains élèves. Un défi à relever rapidement pour que l'hébergement ne devienne pas un obstacle à la réussite scolaire. Et à Utumauro, c'est une rentrée troublée également par les travaux de la future gare routière qu'ont vécu les élèves. Ils sont désormais contraints de changer de point de récupération pour prendre leur bus. Un changement qui concerne plusieurs centaines d'élèves. Matai Horei, Céleste Holler. C'est une réorganisation majeure du côté d'Utumauro. Les arrêts de bus habituels du quartier ont fermé le mois dernier afin d'aménager une nouvelle gare routière. Sur une journée, entre 700 à 800 enfants doivent se rendre désormais devant l'ancien casino dès 5h45 du matin. Parce que normalement, le projet, l'abri de bus sur le côté, ça doit commencer normalement au mois de juin. Mais il y a eu du retard et ça a commencé le mois de juillet, normalement c'est juin, jusqu'au mois d'août, 3 mois. Maintenant, ça n'a pas été, il n'y a pas d'évolution là. Maintenant, ça va carrément au mois de décembre. Mais le chantier n'accuserait aucun retard si l'on se réfère au communiqué envoyé par le ministère de l'Équipement. Date précisée, celle du 15 juillet pour le début des travaux et fin du chantier prévu environ à la mi-novembre. Une période qui entraîne de toute façon des perturbations au niveau du ramassage scolaire.
Si vous savez, le Tavana, les conseils municipaux ont décidé d'emmener tous nos enfants là. Casino, hein, ils ont mis un chapiteau, mais la décision du ministre, c'est d'emmener nos enfants sous le pont. Nous, on n'est pas d'accord. C'est intense la circulation, parce qu'il faut mettre des panneaux sans interdits, comme mettre des taux d'âne pour améliorer, hein, parce que les voitures, ils roulent à 40 à l'heure, 50 à l'heure par ici. Il faut limiter les vitesses. La gestion de ce nouvel emplacement nécessite donc encore des ajustements. En attendant, deux bénévoles de l'association Aparuru Ya Utumauro se relaient chaque matin pour encadrer les allées et venues des élèves. Les discussions se poursuivent avec la mairie afin d'améliorer le confort et la sécurité du site pour les prochains mois. On s'intéresse maintenant à cette suppression des 10 minutes de surveillance après les cours. Si pour le ministre de l'Éducation, c'est aux parents à prendre leurs responsabilités, certains établissements privés ont bien compris les difficultés à pouvoir être à l'heure au moment du ramassage. Exemple à l'école Charles Vienno où se sont rendus Tawiti Taunimwa Moussan et Naya Bennett. Il est un peu plus de 15 heures et il y a encore des parents qui arrivent pour récupérer leur enfant. Tu attends quelqu'un? Viens par là, viens quand même. Parce que nous, on travaille aussi, hein, parce que le fait que maintenant, ici à Tahiti, il y a la circulation, on ne peut pas tout arriver à un moment. Dans cette école privée du centre-ville, 97% des enfants sont récupérés durant ces 10 minutes après la fin des cours. L'équipe pédagogique a donc pris sur elle la responsabilité de garder ses enfants sous surveillance. La surveillance est une mission qui fait partie du Code de l'éducation et je remercie mon équipe qui a compris qu'on a besoin de ce petit temps de transition entre la fin des cours et le fait que les parents puissent venir récupérer les enfants. Donc c'est une mission, on s'est organisé au sein de l'école. Au niveau des enseignants, chaque enseignant surveille une fois 10 minutes dans la semaine. Donc on a un système de roulement. Des petites actions qui pour l'équipe pédagogique restent importantes pour construire avec les familles des relations solides, des valeurs que les parents d'élèves apprécient. Ça ne pose pas trop de soucis vu que l'école ici elle est assez elle est bien encadrée, c'est top. Et puis tout le monde regarde un peu les enfants de tout le monde, ça va. Ça ne change pas parce que déjà les enfants sont autonomes, ils sont assez grands pour s'occuper d'eux en attendant et ils sont là à vaquer à leurs occupations avec les copines. Du coup, non, ça ne me dérange pas. Je sais qu'ils sont en sécurité dans la cour. Pas de changement donc pour ces enfants du privé. Ils sont 400 à avoir vécu une belle rentrée scolaire aujourd'hui, dont une trentaine de nouveaux élèves. Thierry Terré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-recteur de Polynésie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, pour mieux comprendre, un mot sur vos compétences. Concrètement, comment est-ce que vous collaborez avec le pays dans le domaine de l'éducation ? Permettez-moi d'abord de souhaiter une très bonne rentrée à l'ensemble des personnels et des élèves avec leurs familles, parce que c'est une journée importante pour tout le monde. Et pour revenir à votre question, c'est assez simple. Le pays définit la politique qu'il entend mener pour l'éducation de la jeunesse. Et l'État vient en accompagnement sur certains points régaliens qui sont la relation entre les contenus d'enseignement, les examens et les référentiels nationaux, de façon à ce qu'on soit certain que ce qui est enseigné corresponde à ce qui est attendu au niveau national. De même que la gestion des carrières des enseignants relève toujours de l'État, parce que ce sont des fonctionnaires d'État qui s'occupent des enfants dans les écoles et les établissements. Plus de 5000 fonctionnaires, hein, d'ailleurs. Un peu plus de 5000 personnels, mais tous ne sont pas des enseignants. Il y a un peu plus de 4500 personnels enseignants. Donc d'un côté, la politique est bien définie par l'État, par le pays, et l'État vient en accompagnement par des éléments techniques, par des éléments administratifs et par des éléments financiers. C'est plus de 75 milliards de francs pacifiques qui sont donnés au pays par l'État pour l'éducation de la jeunesse. Dans l'éducation. Merci Thierry Terry. Alors on l'a vu dans le reportage précédent, les 10 minutes de surveillance après les cours ne sont plus assurées par le personnel éducatif, sauf dans certains établissements. Pour le ministre de l'Éducation, Roni Teri-Ipaya, c'est aux parents à assumer leurs responsabilités. Je le cite, au lieu d'aller au bingo. Qu'est-ce que ça vous inspire ce soir comme réaction ? Non, mais je n'ai pas à commenter le style du ministre. Je pense qu'il a voulu manier l'humour pour rappeler simplement que les textes doivent s'appliquer, ce sont des textes nationaux. Maintenant, les solutions pour ne pas pénaliser les familles, c'est évidemment de mettre autour d'une table à la fois les associations, l'État-VANA, la DG2E
les associations de parents d'élèves de façon à trouver les meilleurs moyens pour que les élèves ne se retrouvent pas seuls entre le moment où ils sont libérés des cours et le moment où ils vont rentrer dans le BOSS ou être récupérés par les parents. C'est tout simplement du bon sens que de travailler en partenariat pour trouver des solutions. Alors on le sait, depuis plusieurs années, le nombre d'élèves est en baisse en Polynésie, conséquence du vieillissement démographique de la population. Cela suppose évidemment bien sûr peut-être une suppression de postes, moins de postes à l'avenir pour les fonctionnaires. Oui, tout à fait, on perd près de 1000 élèves par an. Oui, c'est plus de 7% de la population scolaire qui a diminué depuis maintenant 4 rentrées scolaires, avec des conséquences sur le nombre d'enseignants, le plafond d'emploi. On perd cette année 27 emplois, notamment dans le premier degré. Ça ne se traduit pas sur le plan financier, parce qu'au contraire, ce sont 3 milliards de francs pacifiques qui sont donnés en plus par l'État entre 2024-25 et l'année 25-26. Malgré le nombre de postes en baisse, voilà. L'État continue à... Absolument, absolument. Mais c'est une conséquence de la baisse démographique en général. Alors, des fonctionnaires que vous avez accueillis, monsieur le vice-recteur, la semaine dernière, dans votre discours de rentrée, vous avez donné le ton en prévenant qu'on ne vient pas ici en vacances. C'est le cas, cela veut dire pour beaucoup de fonctionnaires détachés. Finalement, quel est le discours derrière ? Oui, alors, vous retirez de mon discours un élément. J'ai essayé d'être à la fois bienveillant et de rappeler les exigences qui sont celles d'un engagement entier. Tous les enseignants qui viennent sont extrêmement impliqués. Ils adorent leur métier et, comme on dit, ils mouillent la chemise au service des jeunes. Je rappelais simplement, à travers cette formule un peu rapide, qu'en Polynésie, peut-être plus qu'en métropole, l'engagement des enseignants doit dépasser les murs de l'école, dépasser les murs de l'établissement, notamment dans les îles, parce qu'on attend beaucoup, beaucoup d'éducation et on a raison de le faire. Alors, qu'en est-il maintenant, monsieur le vice-recteur, de cet enseignant polynésien qui avait été condamné aux États-Unis pour possession de fichiers pédopornographiques ? Il a exprimé son souhait de retourner, de réintégrer son poste dans l'éducation. Est-ce le cas pour cette rentrée ? Alors, vous évoquez un dossier individuel dont la procédure n'est pas terminée, puisqu'un appel est toujours possible. Une commission disciplinaire s'est réunie, des sanctions ont été arrêtées. Je peux vous dire que cet enseignant ne fera pas la rentrée devant les élèves, mais nous sommes encore une fois, absolument, mais nous sommes encore une fois à un moment où les délais courent toujours pour un recours, mais plus généralement, parce qu'il ne faut pas faire de ce cas une généralité, dès lors qu'il y a un risque pour les élèves, des dispositifs sont prévus, des mesures sont prévues en lien étroit avec les autorités judiciaires, de façon à ce que ces risques ne puissent pas mettre en danger les élèves. De plus en plus de Polynésiens réussissent les concours nationaux et bénéficient de ce fait du CIMM permettant d'être prioritaire au moment d'une affectation, mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est l'État qui décide d'octroyer ou non ce statut. Cela veut dire qu'il faudrait revoir les critères. Comment est-ce que vous choisissez finalement ces affectations ? Alors, il faut savoir que les critères sont définis en interministériel et en interterritoire. Ça veut dire que si vous êtes aux douanes en Nouvelle-Calédonie ou dans l'éducation à La Réunion ou aux Antilles, ce sont exactement les mêmes textes, les mêmes critères qui s'appliquent, des critères qui jugent pour certains du caractère réversible ou irréversible de son attachement à un territoire. Plus concrètement, plus de la moitié, 55% pour l'an dernier, des demandes de CIMM donnent lieu à un avis favorable. Ça veut dire que ces personnes, selon leur profil, auront le droit d'être affectées dans leur territoire de rattachement pour 6 ans ou de façon pérenne. Il y en a de plus en plus, parce qu'en effet, on compte de nombreux lauréats, et de plus en plus de lauréats polynésiens, il faut s'en réjouir. Ce qui veut dire que sur l'ensemble des enseignants qui travaillent en Polynésie, il y a de moins en moins de personnes mises à disposition de l'État qui ne sont pas originaires de Polynésie. On a les chiffres et ça varie énormément d'une discipline à l'autre. Dans le second degré public, ça va de 4% en anglais, par exemple, à 40% en éducation physique. Merci beaucoup, monsieur le vice-recteur, d'avoir été notre invité ce soir sur TNTV, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous.
En bref, à présent, sachez qu'en Nouvelle-Calédonie, le FLNKS annonce rejeter l'accord de Bougival. Cet accord de compromis entre loyalistes et indépendantistes calédoniens est donc très mal engagé. Il avait été initié par le ministre des Outre-mer Manuel Valls. Ce dernier craignait le chaos s'il n'était pas signé. L'alliance indépendantiste du FLNKS a considéré que l'accord était incompatible avec les fondements et acquis de leur lutte. Opération de solidarité ce matin à Punaauia pour 35 personnes, des familles qui ont tout perdu ou presque après les fortes houles de ces derniers jours. Si les dons reçus sont une grande aide, reste encore à trouver une solution pour le relogement. Jeanne Tinoroy fait le point sur la situation. À chaque fois, ils répondent présent. Vêtements, nourriture ou encore literie, après l'appel aux dons lancé en ligne par la commune de Punaauia, l'heure est à la distribution. Un peu de réconfort pour ces familles qui ont été obligées d'abandonner leur maison. Comment ça s'est passé? On m'a dit que c'était mardi soir, à 22h plus tard, minuit, le temps d'appeler à l'aide, afin qu'on puisse nous évacuer et tout. Mais on remercie tout le monde, tous ceux qui ont participé à les donations de dons. C'est beaucoup. C'est très, très même gentil. Nous avons récolté énormément de denrées alimentaires pour ces familles, ainsi que des vêtements, des produits de première nécessité, des produits d'hygiène. Tout le monde a été sensible à la cause et donc c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est pas la peine de rester si derrière, il n'y en a rien. Pour ces familles qui ont pratiquement tout perdu, c'est une véritable bouffée d'oxygène. Mais l'inquiétude reste grande quant à leur relogement. Il n'y a plus de mots. Tu ne sais plus comment te relever, un peu ça démoralise. De savoir qu'on est là jusqu'à jeudi déjà. Après, l'heure, on ne nous a pas donné exactement à quelle heure il faut sortir. On compte déjà nous les jours. Hein. On se dit jeudi, c'est quand même dans 2 jours. Hein. Et dans 2 jours, qu'est-ce qui va nous arriver encore? Où on va être? C'est ça en fait la question que nous on se pose. C'est où on va être, c'est tout. Sur les 9 familles impactées, seules 7 ont accepté d'être hébergées temporairement à la chapelle, avec l'espoir d'être enfin entendues et de voir leur situation évoluer. En surf maintenant, la waiting period se poursuit à Te Ahupu'o. Alors il faut occuper les athlètes et animer la compétition. Et quoi de mieux que de participer à des ateliers d'artisanat, un partage de notre savoir-faire local qui a ravi les athlètes internationaux, comme l'ont constaté Hoanui Atuahiva, Oriano Tefau et Davidson Bennett. Dès 9h ce matin, un atelier en plein air attire les regards à la pointe de Te Whare Mahura. Pas de vague au rendez-vous pour lancer la compétition de surf. Des activités artisanales sont proposées par la commune de Te Arapu-Ouest et le comité du tourisme. Au programme, tressage de couronnes et de paniers, confection de colliers de coquillages et peinture sur tissu. Cette journée a permis aux internationaux de la WSL de goûter à notre savoir-faire. Ces activités sont superbes. C'est l'occasion de se retrouver avec les collègues de travail en dehors du surf et de partager du temps avec les locaux. Nous n'avons jamais l'occasion de faire ce genre d'activité. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai adoré. C'est finalement l'atelier de peinture qui se démarque et suscite le plus d'intérêt. Le thème principal, la vague de Te Ahupu'o. De l'aquarelle sur toile qui permet aux participants de réveiller l'âme d'artiste qui sommeille en eux. Ouais, je crois que de base, ils sont aussi artistes. Hein. C'est quelque chose qui est endormi en eux. Je crois que c'est une découverte aussi pour eux ce matin. Ils ont bien apprécié. Je crois que là, rien qu'à voir les peintures qu'ils mettent dessus, ils demandent des conseils et tout pour faire des dégradés. Et puis au final, c'est magnifique, c'est beau ce qu'ils font pour une première fois. Là, je prends l'accord du... L'art du tressage de Niau et la confection de couronnes de Auti ont également été partagés. Des techniques qui séduisent toujours. C'est un savoir-faire, et c'est très beau. C'est très beau, on est vraiment ravis d'apprendre et de voir... Et c'est très reposant aussi de voir ce travail. L'artisanat est un travail exigeant qui demande du temps et une grande minutie. Un aspect que les invités finissent par comprendre. L'artisanat, ce n'est pas un petit travail. Donc, ce qu'on essaye aussi de leur faire comprendre, que l'artisanat demande beaucoup de patience, et ils comprennent aujourd'hui, donc pour la plupart, ils comprennent le prix qu'on applique. Ils ont dit, mais maintenant, ils savent que ça coûte du temps, du travail, et ils comprennent le prix qu'ils sont impliqués quand ils vont voir les farés artisanaux. Ce savoir-faire local a séduit les participants.
Ils repartent reconnaissants envers les artisans et heureux de pouvoir repartir chez eux avec de beaux souvenirs. Voilà, en sport à présent, 27 taekwondoïstes ont quitté le Fénois hier, direction l'Australie. Objectif, briller lors de 2 grandes compétitions afin de récolter des points décisifs pour se qualifier au championnat du monde. Parmi la délégation, une Polynésienne officiera en tant qu'arbitre international pour la première fois à l'étranger. Oriano Tefao a assisté au dernier entraînement avant le grand départ. Dans la salle d'Excelsior, la concentration est totale. Les coups fusent, les impacts résonnent sur les plastrons. Pas question de ménager son partenaire. En Australie, le niveau sera relevé et chaque point comptera. Au programme, la President Cup Oceania et l'Open d'Australie. Des rendez-vous qui serviront de tremplin pour les championnats du monde qui se disputeront en Chine en octobre. Un grand niveau, une grande différence, notamment au niveau des structures et du matériel. Mais bon, il y a moyen, il y a quelque chose à faire. Ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là de vivre un championnat du monde, en tout cas une fois dans sa vie. Et ouais, c'est une très très belle opportunité, surtout pour notre île. Parmi les combattants, une arbitre, Veyari Tayaroui, sélectionnée par la World Taekwondo. Elle rejoindra en Australie une trentaine d'arbitres aguerris venus des 4 coins du monde pour officier sur les tatamis lors de 4 jours de compétition intense. J'avais participé à l'Oceanian Cup et à l'US Open de Tahiti ainsi qu'à la President Cup qui a eu lieu ici à Mahina en 2018 et en 2022. Mais là, ça sera une première pour moi de participer en tant qu'arbitre international à l'étranger. Cette fois-ci, ça sera en Australie. C'est un honneur et une fierté de représenter la Polynésie et de représenter la Fédération Polynésia Taekwondo et tous ses clubs affiliés. Nos représentants s'élancent avec un objectif clair, tout donner sur le tatami et mesurer leur niveau face aux meilleurs de la discipline. Les hommages se poursuivent pour notre collègue et ami Yves Opère, disparu dimanche des suites d'une longue maladie. Figure des médias et de la politique au Fénois, Yves était le directeur général délégué de TNTV. Après une veillée qui a réuni plusieurs centaines de personnes, sachez qu'une messe en son honneur a lieu ce soir à Mariano Tefao et nous vous proposons de vivre ce moment de recueillement en direct sur notre page Facebook. Un direct présenté par Tiarenui Pahouiri et Mike Léral. Restez donc connectés sur notre page Facebook. Sachez enfin que la levée du corps est prévue jeudi à 9h30 à Mariano Tefao avant l'inhumation à 11h au 9e étage du cimetière de l'Uranie pour un dernier au revoir à Yves Opère. Et c'est la fin de cette édition. À 18h55, retrouvez l'émission Initiative Le Mag. Enfin, à 19h25, 2 épisodes de la série NCIS Los Angeles. Je vous souhaite une très belle soirée sur notre antenne. Je vous dis à demain pour de nouvelles actualités. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.